Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de coup d'arrêt pour les actions européennes notamment, avec des enjeux techniques à suivre dans les prochaines heures et les prochains jours. Le coup d'arrêt du jour avec une baisse de plus de 1%, de 1,5% même pour les indices actions en Europe peut s'expliquer de plusieurs manières. On est à la veille d'une échéance mensuelle sur les marchés de produits dérivés qui limite sans doute les prises de risques forts sur des horizons de temps courts chez les investisseurs. Cette pause évidemment semble légitime après la réactivation du rallye boursier en Europe, notamment depuis le début de l'année, qui a été quand même spectaculaire par sa vitesse et son intensité. Et puis la saison de publication de résultats qui est toujours un moment de nutrition important pour les investisseurs et qui peut justifier là aussi ce coup d'arrêt aujourd'hui. On suivra donc les enjeux techniques de marché pour voir jusqu'où ce coup d'arrêt, ce retracement peut nous amener avec des cibles sur le CAC 40 autour de 6850 points peut-être, qui sont des zones qui permettraient de consolider cette hausse des marchés sans remettre en question la tendance haussière qu'on observe en Europe depuis plusieurs mois maintenant. Les résultats d'entreprise donc suite avec notamment ce soir la publication de Netflix après la clôture des marchés américains. Ce sera le grand rendez-vous après bourse à Wall Street et dans ce contexte nous évoquerons les perspectives en matière d'investissement avec une question: qui va prendre le leadership désormais en matière boursière après une phase ou un cycle qui a été dominé par le Nasdaq américain? Est-ce que le leadership est en train de changer? A-t-il déjà changé? Et puis nous reviendrons évidemment sur les perspectives micro et les ajustements en matière de portefeuille avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Et donc, pour commencer cette édition de Smart Bourse de la mi-journée, Jean-Jacques Oana, qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue, Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Je sais que vous n'êtes pas totalement surpris par le début d'année qu'on a pu vivre, notamment sur les actions européennes, puisque nous en parlions avec vous en fin d'année dernière pour signaler qu'il y avait un risque réel à la hausse sur les actions européennes notamment, un argument qui était même appuyé par les outils d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. La question qu'on se pose désormais avec vous, Jean-Jacques, c'est: qui va prendre le leadership des marchés actions pour le nouveau cycle dans lequel on est entré? Alors vous avez raison de noter qu'en fait on n'est pas vraiment totalement surpris par ce rallye, peut-être par son ampleur, puisqu'il vient peut-être, l'ampleur est au-delà de nos attentes. Donc je rappelle quand même, on est autour de plus 9% depuis le début de l'année sur l'Eurostock 50, donc le marché européen, le marché de la zone euro en Europe. Et on est globalement en hausse entre 2 et 9%, donc le marché européen tenant la corde. Le deuxième, quand même, marché, on en parlera tout à l'heure, ce sont les émergents. Les actions émergentes, en dollars, en devises locales. Dure. Voilà. Devise dure. En devise dure, en dollars. Et donc maintenant, on peut s'interroger sur quel va être le leadership géographique de ces marchés, et en regardant en fait différents horizons de temps et aussi le positionnement des fonds spéculatifs. Alors premièrement, en regardant différents horizons de temps sur 3 mois, on a l'Europe qui est à plus 20%, la zone euro. Les émergents qui sont à plus 20%, donc pareil, égalité dans un mouchoir de poche. Et puis après, on a le FTSE qui a été assez régulier quand même. Et si on regarde pas sur 3 mois, mais sur un an glissant, le marché dominant, c'est le FTSE. C'est assez intéressant.
Alors pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu une performance finalement, il est assez régulier, donc c'est un peu celui qui court le marathon, la course de fond, et cela peut s'expliquer en raison de son positionnement sectoriel, en effet, il y a beaucoup de valeurs pétrolières qui ont très bien performé, des valeurs de ressources de base aussi, et il est riche en valeurs financières. Donc globalement, on a 3 secteurs qui représentent la value, et qui sont surreprésentés à l'intérieur de l'indice FTSE et qui lui ont permis d'afficher la meilleure performance de tous les indices boursiers sur un an. Une fois n'est pas coutume. Si on regarde sur 5 ans, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, on a la zone euro et les marchés américains qui sont dans un mouchoir de poche, premier ex aequo, quasiment. Donc en fait, ça veut dire que maintenant, sur une période intermédiaire, la zone euro concurrence le marché américain qui est censé être l'empereur des marchés. Et puis si on regarde sur 10 ans, on a toujours les marchés américains qui sont premiers, mais on a les marchés japonais qui est un deuxième assez proche. Donc en fait, on voit finalement qu'on a des leaderships différents sur différents horizons de temps, et cela finalement crée une petite confusion. On n'a pas vraiment de marché dominant. Alors, est-ce qu'il faudrait un peu tout avoir ? Eh bien, là, quand on regarde quand même la dynamique sur un an, qui, à mon sens, est la plus importante, on voit quand même que sur le S&P 500, on est à moins 16. Sur les valeurs technologiques américaines, Nasdaq, on est à moins 27%. Et par contre, sur les autres marchés, et notamment, on l'a dit tout à l'heure, FTSE, il est positif, et l'Europe, on est quasiment à zéro. Donc, en fait, on voit que dans cette phase, il y a quand même eu un tournant. Sur les valeurs américaines, on peut dire qu'on est toujours finalement dans un bear market, et on peut émettre cette hypothèse, et notamment sur le Nasdaq, moins 27% sur un an, c'est un bear market. Et donc ça voudrait dire que finalement cette embellie haussière, ce n'est pour l'instant au regard de la technique, si vous voulez, de l'analyse technique, qu'un bear market rally pour les marchés, pour les valeurs technologiques américaines. Et peut-être pour le S&P 500, de manière générale, qui est très influencé par ces valeurs, et notamment la composante croissance. Et par contre, sur d'autres secteurs et sur d'autres zones géographiques, là, il y a un vrai questionnement. Alors, est-ce que l'Europe va maintenant entretenir un marché plus haussier ? Il y a une vraie question, puisque sur les values européennes, ça y est, on a dépassé le plus haut. Donc on est au plus haut jamais atteint sur les indices value en Europe. La value Europe. Donc ça, on peut dire que lui, forcément, il n'est pas en bear market. Donc vous voyez, donc là, on a un indice que sur l'Europe, il se passe vraiment quelque chose. Et puis de manière intéressante, quand on regarde le positionnement des fonds spéculatifs hedge funds, on a un indice supplémentaire. Et là, on voit qu'ils sont toujours baissiers sur les marchés américains. Donc confère notre analyse. Bien sûr. On est en bear market encore sur notre analyse. Par contre, on l'avait dit le mois dernier, ils ont une position substantielle en valeur de la zone euro sur l'Eurostoxx et un positionnement maintenant qui a tourné positif sur les marchés émergents. Deuxième indice qui est assez intéressant. Puis le FTSE, toujours une position structurellement positive sur le FTSE. Donc en fait, on voit très bien qu'on a finalement aujourd'hui une rupture entre les marchés, entre des marchés américains qui sont en tendance baissière, un marché japonais qui est entre les deux, qui est ballotté par le yen, avec des effets monétaires qui ont prédominé au cours de ce dernier mois. Et par contre, des marchés de la zone euro, du britannique, et puis surtout les marchés émergents qui sont en train de tourner. Et quand on réconcilie avec les fondamentaux, on arrive encore à une image qui peut être encore plus intéressante, parce qu'en fait, le problème des marchés, c'est qu'aujourd'hui, on a une hausse qui est très rapide, certes, qui est appuyée par des indicateurs techniques qui sont favorables, des indicateurs d'aversion au risque qui sont favorables, un appétit pour le risque des investisseurs qui est favorable, mais néanmoins qui se heurte à désormais des bénéfices qui sont stagnants. Et on confère la journée d'hier où, en effet, nous commençons à avoir une inquiétude sur la croissance, puisque c'est la première journée depuis longtemps où on a eu simultanément une baisse des bourses et une baisse des taux, assez substantielle. Donc ça veut dire que maintenant, le marché est en train de tourner et finalement
les préoccupations du marché s'orientent sur la croissance et non plus sur l'inflation. C'est un régime de corrélation qui est en train d'évoluer, la baisse des taux n'étant plus perçue comme un soutien aux valorisations actions, mais comme un signal négatif sur la croissance. Absolument. Qui justifie un ajustement à nouveau de valorisation des marchés actions. Absolument, avec des craintes de récession en ligne de mire. Et donc finalement, l'idée générale, c'est que désormais, la baisse ou la stagnation des bénéfices va être un frein à la hausse des marchés. Et la hausse des marchés va se heurter à ce problème. Et puis si on prend du recul, on voit que finalement, la hausse des bénéfices, elle est stagnante partout, mais il y a peut-être une exception. C'est qu'en fait, on a eu une correction des bénéfices très substantielle sur les pays émergents, sur les bourses émergentes. Et désormais, ça s'est stabilisé. Les bénéfices se sont stabilisés depuis un mois. Donc, il n'y a plus, je parle des bénéfices anticipés à 12 mois. Donc, de ce point de vue-là, il pourrait y avoir maintenant, désormais, une aide future à la hausse des marchés provenant des fondamentaux sur les pays émergents. Un retour du momentum bénéficiaire. Voilà. Alors, excusez-moi pour cet anglicisme, mais je pense que le sweet spot, on pourrait dire le Goldilocks ou le scénario boucle d'or, dans un fauteuil, se met en place pour les marchés émergents, avec plusieurs facteurs qui pourraient être favorables. Le premier facteur, c'est que finalement, on a peut-être une pause, on va dire, peut-être pas une baisse, mais peut-être une pause juste de la hausse des taux de la Fed. Et on sait que le dollar est extrêmement important. Parallèlement, une pause de la hausse du dollar. Et même peut-être une baisse du dollar. C'est ce qu'on constate. Oui, s'il y a un début de quelque chose de ce point de vue-là. Absolument. Et d'ailleurs, si on regarde pas seulement l'euro, mais les devises émergentes, on voit qu'il y a un appétit pour les devises émergentes, avec un portage qui est favorable, mais surtout, en réalité, un arrêt du resserrement monétaire anticipé de la Fed. Voilà. Et cela peut-être suffit finalement à détendre l'atmosphère sur les émergents. Peut-être qu'on pourrait rajouter aussi que finalement ce scénario est conforté par la hausse du cuivre, la hausse de l'or aussi, qui sont quand même des matières premières emblématiques des flux d'investissement et de la croissance. Et puis aussi, je dirais que fondamentalement, l'économie chinoise, on sait qu'elle a fermé, elle s'apprête à réouvrir. Je situerais ça plutôt après le Nouvel An chinois. Et peut-être que le gouvernement chinois, encore une fois, c'est pas très transparent, mais on peut l'anticiper, va relancer l'économie chinoise après le Nouvel An chinois. Et tous ces éléments pourraient finalement conforter un scénario favorable avec une conjonction d'événements favorables pour les marchés émergents, une fois n'est pas coutume. Et donc, si on clôture cette analyse, la conclusion, c'est que de manière technique, les marchés européens sont bien orientés, mais ils vont se heurter au problème des bénéfices et peut-être au problème de l'euro fort, finalement, parce que le soutien de l'année dernière est un frein peut-être pour cette année. Alors que les marchés émergents n'ont pas ce même problème, puisque en fait, ce qui conditionne l'appétit pour les investisseurs, au contraire, c'est la hausse des marchés émergents, des devises émergentes. Et donc, finalement, à mon sens, le marché qui pourrait le plus bénéficier des conditions monétaires et de l'environnement général, c'est peut-être les actions émergentes. Ça résonne avec une note qui avait été publiée par le stratégiste de Bank of America Merrill Lynch en fin d'année dernière. Sa recommandation qu'il maintient d'ailleurs pour 2023, c'est « Vendez l'hubris américain ». Acheter l'humiliation des émergents. Et c'est exactement la conclusion à laquelle vous arrivez aujourd'hui. Quand on évoque ce changement de leadership, on parle de cycle long, c'est une vraie logique de retour à la moyenne, de normalisation, ça prend du temps, ça peut être rapide, quelques mois, quelques trimestres peut-être de tendance à exploiter sur les marchés, ou est-ce qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus long ? En fait, on va pas non plus être arrogant et dire que tout est changé et que les valeurs technologiques ne sont plus bonnes à détenir. Loin de là. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, les valeurs de croissance, eh bien, en fait, l'investissement en bourse sur les valeurs de croissance repose, comme son nom l'indique, sur la croissance. La croissance, elle est plus vraiment là.
il y a quand même une dynamique qui s'installe aux États-Unis de licenciement, de prudence, etc. Cet environnement, il est plutôt favorable finalement aux valeurs des côtés, moins aux valeurs de croissance. Évidemment, il y a des clés qu'on ignore, que va faire le pétrole cette année, parce que ça va conditionner l'évolution des valeurs pétrolières, qui ont fait une année l'année dernière exceptionnelle. Mais finalement, quand on regarde les marchés émergents, je ne dirais pas que c'est peut-être un changement de leadership structurel, loin de là. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que on ne l'a pas dit, mais sur 10 ans, c'est la moins bonne performance de tous les marchés. Oui, bien sûr. Et donc, on ne pourrait pas être sûr de cela à ce point. Par contre, sur les prochains mois, à mon sens, ça pourrait être un bon pari. On voit que dans la correction, il y a des indicateurs techniques qui ne trompent pas. Ça corrige très peu. Alors que, par exemple, hier, il y a une correction sur le S&P 500. Ça a été complètement absorbé par les marchés émergents. Et donc, peut-être qu'il pourrait dominer les marchés d'indices boursiers ces prochains mois, je dirais. Nouveau leadership qui s'installe. On verra pour combien de temps, mais en tout cas, c'est la réalité du moment qu'on peut constater. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Poursuivons cette discussion de marché avec Arnaud Morel, à nos côtés, en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Vos commentaires, comme je le propose à tous les intervenants qui se succèdent jour après jour, vos commentaires libres sur ce début d'année spectaculaire, que je vends comme une réactivation de la tendance européenne qu'on observe depuis le 29 septembre précisément, qui a été le point bas du marché européen. Il y a eu une petite pause en fin d'année et puis la réactivation de cette tendance de manière puissante. Comme nous l'avions échangé précédemment, c'était vraiment ce changement de tendance, de paradigme sur les marchés et un changement haussier, en tout cas à court, moyen terme sur les marchés financiers et d'autant plus sur la zone économique européenne. Le début d'année est peut-être surprenant dans son ampleur. Nous nous attendions bien sûr à une hausse, mais pas comme celle-ci. On voit que le marché aujourd'hui achète un scénario, un blue sky scénario, peut-être un peu trop vite, certainement, mais il y a aujourd'hui des éléments qui sont probants dans ce sens-là. La première chose, c'est que le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie semble viable, donc pas impossible. La deuxième partie, c'est l'inflation. L'inflation reflue, et ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. On l'a encore vu hier sur les prix à la production aux États-Unis, et ça, c'est des éléments qui sont quand même intéressants. Là où ça peut être un peu moins, on va dire, un peu plus difficile, est-ce que les banques centrales vont rétropédaler et relâcher leur politique monétaire ? Ça semble moins évident. C'est pourquoi aujourd'hui, le marché va vite. On rappelle toujours, le marché boursier, et une année boursière est toujours très longue, c'est un marathon. Et là, ça ressemble plus, en tout cas sur cette phase de marché, à une course de 100 mètres. C'est là où ça nous fait poser quand même des interrogations, même si on milite avec la réouverture, on va dire, de l'économie chinoise, qui a quand même été intéressante. Les prix du gaz qui sont revenus sur leur niveau bas de 2021 en zone économique européenne. Et on le voit dans le moral des investisseurs allemands qui reviennent en territoire positif, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis 9 mois. Donc c'est des choses qui militent quand même pour la poursuite des marchés financiers. On parlait de changement de leadership, là, c'est quelque chose effectivement qu'on constate, qui s'installe selon vous, Arnaud. Alors, il y a l'Europe, on a parlé des États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a aussi une variété d'indices qui permettent de montrer qu'il y a de la dispersion aussi au sein du marché américain dans son ensemble. C'est ce qu'on apprécie en ce début d'année, c'est-à-dire que tout ne va pas dans le même sens. C'est pas les grandes capitalisations qui surperforment. On le voit aux États-Unis, le Russell qui surperforme et le marché leader. Ouais, c'est ça. C'est quand même aux États-Unis, peut-être pas encore en Europe de ce point de vue-là. Européenne, ça revient aussi un petit peu sur les 5 dernières séances qu'on a eues. Donc ça, c'est des éléments qui sont positifs et on voit que le risk-on est là, est présent sur les marchés financiers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans nos investissements et aujourd'hui se dire, les marchés, en prenant cette pente haussière peut-être rapidement, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui consensuellement positif et sur lequel on est en phase aujourd'hui chez Promépar Asset Management. Si on considère effectivement l'événement majeur de 2022 a été le choc de taux, le choc de taux réel qui a été un driver fort,
pas le seul, mais un driver fort pour l'ensemble des marchés et notamment des marchés actions. Il y a eu les bénéfices aussi, mais le taux a été quand même le driver de 2022. Est-ce que là, on rentre dans une phase où le choc de taux, ou le gros du choc de taux est derrière nous, et donc on va retrouver quelque chose d'un peu plus fondamental? Je dis ça au moment où la période de résultats commence. Est-ce que les bénéfices par action, le momentum bénéficiaire va être la clé justement de l'investissement pour 2023? Clairement, déjà, on voit que sur l'année 2022, on a eu les révisions de bénéfices qui ont été faites et beaucoup travaillé pour l'année 2023. On partait sur la zone américaine, sur des croissances de BPA à 5, quasi nulles sur la zone économique européenne. Donc on peut se dire que la grande partie des révisions de bénéfices, en tout cas dans un scénario de ralentissement économique soft, modéré, voilà, nous semble aujourd'hui fait et acté. Après, on regarde la période des publications qui a commencé aux États-Unis. Sur les banques américaines, il n'y a pas de grande surprise non plus, mais on voit que la tendance qu'on avait observée sur le dernier trimestre de l'année 2022, qui était donc une réduction des bénéfices, une augmentation des provisions pour créances clients, perdure et même augmente. Après, ça reste sur des niveaux qui restent encore sains sur ces niveaux-là. Donc, pas d'alerte. Aujourd'hui, c'est cette partie-là. Donc, ça, c'est des éléments qui sont intéressants. On commence la période de publication aussi bientôt en zone économique européenne. On n'attend pas de grandes surprises. C'est pas là où on va avoir un momentum de marché boursier qui va repartir à la hausse. C'est pas ce qu'on pense. Ça va plus être sujet à des prises de bénéfices et à des opportunités qui vont se créer aujourd'hui sur la zone économique européenne, qui pour nous est la zone géographique, comme ce qui a été dit précédemment, qui a le plus de potentiel, que ce soit en termes de valorisation. On regarde l'écart de valorisation entre les marchés américains et européens, il est quasi au plus bas sur les 20 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose d'existant. La partie aussi sectorielle qui est beaucoup plus value, donc de valeur décotée, donc à bon marché, moins sensible à cette poursuite de remontée des taux directeurs. Il y a ce fin de travail de valorisation qui a été fait sur 2022. Alors, il y a la value, mais il y a aussi un secteur important comme le secteur du luxe, par exemple, et qui compte beaucoup en Europe, et particulièrement à Paris pour le CAC. C'est pas franchement un secteur value, mais c'est un secteur qui est tellement pesant dans l'indice parisien que quand il monte, comme on l'a vu ces derniers mois, ça génère un effet de traction très important. Tout à fait, oui, c'est bien là toute la question. Et ça peut être aujourd'hui, dans les prochaines semaines, les publications du luxe, c'est entre le 10 et le 18 février. Ça peut être aujourd'hui une faiblesse pour les marchés actions, parce que comme vous l'avez dit, des performances qui sont les top leaders sur la performance 2023. Quand on regarde les parcours de LVMH, Hermès, mais qui sont revenus sur leur sommet, même LVMH qui est passé au plus haut avec une capitalisation qui a dépassé les 400 milliards, la 12e mondiale, donc ça c'est important. Ça pose quand même des questions. On voit les publications hier de Richemont et Burberry. On voit quand même que la tendance en Chine est dure, et aux États-Unis aussi, chez Richemont, on était en croissance négative. Donc ça sont des éléments aujourd'hui qui nous font dire qu'il peut y avoir un risque sur le marché du luxe, et les tendances de consommation, notamment en Chine, peuvent être à changer, ou avec des acteurs locaux qui se sont, on va dire, émancipés et qui arrivent à des niveaux de maturité importants. C'est une vraie question, ça, le consommateur chinois. Dans quel état d'esprit on le retrouve après 3 ans d'enfermement quasi continu, avec une nouvelle génération de consommateurs aussi qui est en train d'émerger? Alors on le compare toujours, on peut regarder ce qui s'était passé aux États-Unis en zone économique européenne, c'est-à-dire le consommateur avait repris la main, avait consommé de façon importante. Bien sûr. Maintenant, comme vous l'avez souligné, le chinois, on va dire, de nouvelle génération, va-t-il consommer des sacs LVMH? Voilà, c'est des questions qui sont quand même importantes. Donc nous, aujourd'hui, dans nos gestions, on applique après un rebond, en tout cas très important, d'une Hermès qui est passée du creux à 1000, qui aujourd'hui est revenu à pratiquement 1700 €. On est passé par moins 40 sur Hermès l'an dernier, quand même. À fin juin, c'était à moins 40. Exactement, on fait 60% du creux au pic. Donc aujourd'hui, on vient sur des niveaux de valorisation qui sont aussi logiques dans des marchés haussiers, mais quand on regarde la valo d'Hermès, c'est 48 fois les bénéfices. Sur une moyenne historique à 46 fois, et un point haut à 60 fois. Donc aujourd'hui, on allège une société comme Hermès sur ces niveaux de marché. Non pas que la tendance de fond ne soit pas identifiée pour les prochains mois, mais comme je vous l'ai dit, il y a des éléments et des segments de marché, des zones géographiques qui peuvent évoluer dans les prochains mois et prochaines années. Donc, on n'a pas envie de jouer l'idée de l'expansion de multiples qui ramènerait Hermès sur des multiples historiques, comme vous avez pu le citer, à 60. Peut-être que ça arrivera.
mais c'est pas la logique d'investissement qui prévaut aujourd'hui. Par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, clairement pas. C'est pas ce qu'on joue aujourd'hui avec une remontée, on va dire, des niveaux de valorisation sur ces niveaux-là. Donc c'est une valeur qu'il faut, c'est la must-have aujourd'hui dans le luxe. Donc on est crème parce qu'on arrive quasi, on est sur les niveaux, nos objectifs de cours sur une société comme Hermès. Et comme vous l'avez dit, après il faut la maintenir en partie pour les portefeuilles. Après vous avez quelques acteurs qui ont des parcours et des profils différents, par contre, où c'est une autre histoire et sur laquelle aussi on évolue. Bon, où est-ce qu'on réalloue les plus-values sur Hermès ou sur Kering, par exemple? Quels vont être les secteurs là, qui retiennent votre attention en ce début d'année? Nous, on est toujours privilégie tous les secteurs qui sont cycliques et financiers. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être de revenir sur les secteurs cycliques. Là, on regarde beaucoup les secteurs métal et mining. On est actionnaire de sociétés comme Arcelor et Eramet, mais on a, on va dire, un avis beaucoup plus favorable sur une société Eramet, qui a des fondamentaux bien plus solides, notamment sur la batterie électrique. Donc ça, c'est des éléments intéressants. Sur les financières aussi. Donc là, on regarde toujours parce faut faire très attention sur les banques françaises qui sont très exposées sur la partie retail. On voit les niveaux de livret A qui sont repassés sur des territoires quand même importants. Donc ça peut caper quand même un peu de performance sur ce secteur-là. Donc il faut ouvrir un petit peu ses chakras sur d'autres acteurs de la zone économique européenne. Ce matin, nous sommes en train de sortir Crédit Agricole qui, pour nous, en zone économique française, est la plus exposée à des mauvaises surprises, notamment sur le niveau de rémunération de l'ensemble des livrets, car c'est la plus exposée sur l'ensemble des acteurs français. Bon, on suivra ça à 3% le livret A. On a déjà fait 3 fois le livret A en 3 semaines de bourse. Donc effectivement, ça va très très vite de ce point de vue-là. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Et Arnaud Morel, je le rappelle, qui nous accompagnait en plateau, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée avec un coup d'arrêt, je le rappelle, à la tendance haussière. Une baisse marquée aujourd'hui pour les actions européennes. À la veille de l'échéance mensuelle, on sera demain soir en plateau à 17h avec les 3 sorciers de Smart Bourse pour revenir sur les enjeux techniques de cette première échéance mensuelle de l'année 2023. Et entre-temps, on se retrouve bien sûr à 17h ce soir en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.